Donc, mes chers collègues, bonjour. Nous entamons les auditions d'aujourd'hui en recevant Monsieur Luc Ferry. Monsieur le ministre, vous avez appartenu au gouvernement de Jean-Pierre Raffarin de mai 2002 à mars 2004 avec comme portefeuille la jeunesse, l'éducation et la recherche. Vous connaissez bien la communauté éducative puisque vous avez vous-même enseigné la philosophie et de 1993 à 2002, date de votre nomination au gouvernement. Outre la publication d'ouvrages, votre réflexion sur l'éducation et la transmission s'est poursuivie à la présidence du Conseil d'analyse de la société de 2004 à 2013. Vous avez particulièrement abordé la question de l'engagement des jeunes dans les fonctions que vous avez exercées au sein de la commission Ambition Volontariat, de l'Agence du service civique ou dans la mission sur l'aspiration des jeunes que vous a confiée le Premier ministre François Fillon. La Commission a souhaité vous entendre comme d'autres anciens ministres de l'Éducation nationale. C'est à ce titre que vous avez notamment défendu devant le Parlement la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes religieux au sein de l'enseignement public. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux de commission, accessible en version papier et sur le site internet du Sénat. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, Monsieur le ministre, je vous invite à prêter serment de dire la vérité, toute la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Eh bien, je le jure, avec joie. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Je vous remercie et vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, très heureux de vous retrouver. Au fond, deux remarques simplement pour ouvrir la conversation entre nous, si vous le souhaitez. Je vais parler peut-être un peu brutalement, mais ma conviction depuis bien longtemps, c'est que nos cours d'instruction civique ou d'éducation civique, nos programmes d'éducation civique ou d'instruction civique, notamment pour les tout-petits, pour l'école primaire, sont calamiteux. Voilà, je le dis très franchement, ils sont même absurdes. Et j'avais, lorsque j'étais aux affaires, essayé de les changer, je vous en dirai quelques mots. Je les trouve absurdes, non pas parce que les contenus qui sont proposés sont inintéressants en soi, mais parce qu'ils sont totalement inadaptés à ce qu'on veut obtenir des enfants de cet âge-là. Qu'est-ce qu'on veut obtenir des enfants de cet âge-là? Après, c'est trop tard. Après, quand vous avez affaire aux frères Kouachi, c'est beaucoup trop tard pour faire des cours de morale. C'est trop tard. Avec les petits, tout est possible. Au CP, au CE1, au CE2, ils sont encore tout mignons, pour parler simplement, comme dans les familles. Ils vous écoutent, ils vous font confiance, ils aiment leur maîtresse. Je dis maîtresse parce que 95% à ce niveau-là, ce sont des femmes. Et donc, on a là vraiment la possibilité d'agir et d'être écouté, d'être entendu. Or, je regarde ces cours d'instruction civique, c'est un mélange à la fois de principes de droit constitutionnel qui serait formidable à exposer dans un cours de licence, de troisième année de faculté de droit, ou alors des petits préceptes de morale sans aucun intérêt. Et je voulais vous donner quelques exemples. Dans les derniers programmes, je n'incrimine personne, mais antisémitisme ne figure pas, racisme ne figure pas, crime contre l'humanité ne figure pas, génocide ne figure pas. Mais en revanche, je vais vous donner quelques exemples qui sont c'est pour les petits, c'est l'école primaire. Et voyez comment ils sont, ils ont 7 ans, 8 ans, des bébés encore, quasiment. J'ai quelques échantillons à la maison. Vous avez par exemple connaître dans leurs très grandes lignes les recettes et les dépenses de l'État et des collectivités locales. Ah oui, ça c'est vraiment passionnant pour eux. Et puis je pense même que si on faisait un sondage auprès de nos concitoyens, même les très grands adultes, on aurait des réponses surréalistes à ce type de questions. Bon, donc connaître dans leurs grandes lignes la nature et le fonctionnement des principaux impôts. Alors tenez-vous bien, les principaux impôts. Impôts sur le revenu, encore je peux comprendre, mais les taxes locales et la TVA.
Les gamins ont 8 ans. Vous voyez les dents là, en espalier, bon, c'est grotesque. Donc on est dans le ridicule achevé. Et ça, ce sont les derniers programmes, ce sont ceux de cette année. Hein, et puis je pourrais vous donner 50 exemples dans le même genre. Donc on a des cours de droit constitutionnel pour enfants. Encore une fois, je ne dis pas que ces thèmes soient en soi illégitimes ou inintéressants, mais l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. On a le temps. Première réflexion sur l'école, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire après ? Parler des impôts, des taxes locales, du budget des collectivités territoriales, vous vous rendez compte? On peut le faire quand les enfants auront 14 ou 15 ans, et peut-être même plus tard. Mais à 8 ans, quel intérêt? Alors qu'à 8 ans, si on aborde des grandes questions morales, ils sont passionnés. Elles ne figurent pas. Alors, lorsque j'étais aux affaires, l'idée que j'avais eue, c'était de réunir des grands intellectuels, de leur demander de choisir de tous horizons, bien entendu, c'était très pluraliste, de proposer des textes et des documents et des thèmes de réflexion. L'idée était de passer par les grandes œuvres pour aborder des questions. Ça s'appelait « Un guide républicain pour rappeler les valeurs de la laïcité et de la vie commune, un outil pédagogique pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les dérives communautaristes ». C'était en 2002. Vous voyez que c'était plutôt d'actualité, c'était même un peu en avance. Et les collaborateurs de ce guide républicain étaient Mohamed Harkoun, Jean-Pierre Azéma, Elisabeth Badinter, Tal Benjeloun, Pascal Bruckner, Guy Carcassonne, André Comte-Sponville, Régis Debray, Marek Alter, Marceau-Long, Pierre Nora, Mona Ozouf, Michel Perrault, je ne vais pas tous les citer, René Raymond, Dominique Schnapper, Jean-Christophe Ruffin, Taguieff, Todorov, Yevorka, Vinok. Ça avait quand même une autre allure que des programmes, et c'était destiné à construire les programmes. Quelle était l'idée? C'est qu'avec des enfants ou avec des adolescents, même plus tard au collège, pour vraiment les faire réfléchir et faire passer des messages de morale civique, parlons simplement sur l'antisémitisme, le communautarisme, le racisme, etc., sur des grands sujets qui les passionnent, l'important, l'essentiel était de passer par des grandes œuvres littéraires ou cinématographiques. Quand vous voyez la liste de Schindler, vous ne rentrez pas chez vous indemne. Quand vous lisez Le choix de Sophie, vous ne rentrez pas chez vous indemne. Et donc, mais aussi on avait un documentaire magnifique sur la mobilisation de la mosquée de Paris pour défendre les résistants en 1942. Bon, on avait là vraiment de quoi réfléchir avec les enfants, de quoi les passionner, de quoi les émouvoir, de quoi les mobiliser, de quoi les rendre intelligents. Et donc, je voulais vraiment bouleverser complètement ces programmes d'instruction civique, au moins pour les petits, pour l'école primaire. Et pour les plus grands, deuxième série de remarques, et je m'arrêterai là. J'ai pendant 2 ans, avec mon petit conseil, avec notamment l'amiral Béraud, qui est quelqu'un de remarquable, qui avait été le vice-président de la commission de réforme des armées, nous avons travaillé sur la question du service civique. Donc cet ouvrage a été publié chez Odile Jacob pour un service civique, et nous avons donc examiné toutes les questions qui sont relatives à ce service civique, c'est-à-dire est-ce qu'il doit être obligatoire ou pas, est-ce qu'il doit être rétribué ou pas, est-ce qu'il doit être fractionné ou pas, qui doit accueillir les services civiques, quelles sont les missions qu'on doit proposer aux jeunes. Toutes les questions importantes ont donc été étudiées par nous pendant 1 an et demi. Nous avons reçu bien sûr tous les partis politiques, nous avons reçu les groupes du Sénat et de l'Assemblée, nous avons reçu toutes les associations, ou toutes celles, pas toutes parce qu'il y en a des milliers en France bien sûr, mais toutes celles qui sont vraiment représentatives et susceptibles d'accueillir les jeunes pour le service civique. 2 conclusions simplement, il y en aurait beaucoup d'autres à faire valoir, mais simplement 2 conclusions. Il faut arrêter le délire sur le service civique. Le service civique et civil ne sera pas obligatoire. Ça n'est pas la peine de prétendre autre chose. Il ne le sera pas, il ne sera jamais. Si vous voulez un service obligatoire, il faut qu'il soit militaire. Je ne suis pas forcément contre, ce n'est pas le sujet. On peut préférer un service obligatoire, mais sachez que si vous voulez un service obligatoire, il ne pourra être que militaire, il ne sera pas civil. Pourquoi ? Réponse très simple. Un service civil et civique suppose que des associations privées, des associations, ATD Quart Monde, les chantiers de Sœur Emmanuel, la Croix-Rouge ou qui vous voudrez d'autres, accueillent les jeunes. Ce sont ces associations qui vont accueillir les jeunes. Et donc les associations, il faut les recevoir. Elles ne veulent pas d'un service obligatoire, elles ne veulent pas qu'on leur impose des jeunes gens.
Elles n'en veulent pas, tout simplement. Donc elles nous disent très clairement, ces associations, j'en ai reçu des dizaines pendant toute l'année où nous avons travaillé, elles nous disent, nous ne voulons pas qu'on nous impose des jeunes gens. On a par exemple probablement besoin de 100 000 services civiques en France pour les ruptures de solitude des vieux dans les collectivités territoriales. On a besoin. Et ce n'est pas de l'emploi marchand. Eh bien, les associations nous disent, si vous nous imposez des jeunes qui ne veulent pas faire ce travail-là, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les exterminer, les vieux, dans le quart d'heure. Ça n'a pas de sens. Et donc, et en plus, ce qu'on veut valoriser, c'est l'engagement des jeunes, c'est pas leur obligation. Donc, si on veut un service obligatoire, et je comprends les arguments de ceux qui veulent un service obligatoire, ils disent, bah voilà, il faut recadrer les jeunes, il faut qu'ils se lèvent le matin, il faut les habiller, il faut les habituer. Mais les associations n'ont pas le mitard ni l'adjudant. Elles ne peuvent pas gérer la désertion. Donc ça n'a pas de sens, tout simplement. Par ailleurs, continuons. Une classe d'âge, c'est combien de jeunes? 700 000, au minimum. 700 000. Nous n'avons pas 700 000 missions de services civils et civiques à offrir aux jeunes. On en a peut-être 200 000 en France. Mais si on va au-delà de 200 000, d'abord on ne les a pas, on va faire des stages photocopie café, et en plus, donc sans aucun intérêt, mais en plus on va empiéter massivement sur de l'emploi marchand, on va faire des faux emplois. C'est pas ça qu'on cherche. Donc, par quelque bout que vous preniez le problème, si vous voulez un service obligatoire, il faut qu'il soit sous égide militaire, même s'il a des finalités civiles et civiques. Mais il sera sous égide militaire. Seuls les militaires peuvent gérer 700 000 gamins et les obliger à venir. Et en plus, bon, alors je ne parle pas des coûts et de la difficulté et du fait qu'on a vendu les casernes et qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais imaginons qu'on le veuille. Après, c'est une question de volonté politique. Mais ce ne sera pas un service civil. Le service civil, on peut monter à 200 000 jeunes. Et alors, deuxième et dernière remarque, c'est quand même formidable ce service civil et civique. Si on arrive à 200 000, budgétairement, à chaque fois on dit ça coûte cher, mais ça ne coûte rien. Il suffit de passer le budget des emplois jeunes vers les services civiques. Ça n'a aucun sens. Plutôt que de fabriquer ces fichus emplois jeunes qui ne servent à rien, faisons des services civiques avec le même budget. Bon, c'est absurde. Pourquoi j'avais parlé à Christine Lagarde, elle était entièrement d'accord avec ça. Donc faisons des services civils et civiques. Je vais m'arrêter là, mais je dis juste cette dernière idée. Ça a un avantage énorme. Nous avons regardé, donc fait quantité aussi d'enquêtes, de sondages, et puis regardez ce qui se passe en Italie. Ça touche toutes les classes sociales. Autrement dit, les jeunes veulent s'engager aussi bien dans le 7e arrondissement de Paris que dans les quartiers. Et donc on touche toutes les classes sociales. Et puis ça fait tache d'huile. Ce que j'avais demandé pour ce service civique, c'est que on privilégie autant qu'il est possible des chantiers plutôt que des engagements individuels et que les jeunes se retrouvent dans des chantiers, qu'il y ait un brassage social et puis qu'ils soient formés par les associations qui les accueillent. Mais quand un jeune a fait un service civique et qu'il a rencontré d'autres jeunes, peut-être il est même tombé amoureux, il a en tout cas eu des amis, il a appris des choses, ça fait tache d'huile quand il rentre chez lui dans sa banlieue ou dans son 7e arrondissement de Paris, il va dire à son petit frère ou à sa petite sœur « mais c'est formidable, j'ai passé un moment extraordinaire, j'ai rencontré des gens exceptionnels. » Et dans 95% des cas, ça marche très bien. Donc, je ne développe pas davantage, mais voilà les deux axes de ma réflexion sur l'enseignement concernant l'éducation civique en général, la laïcité, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et contre l'atomisation de la société en communautarisme. Oui, d'un côté, refaire des programmes qui tiennent la route et qui soient passionnants pour les élèves et qui les fassent vraiment réfléchir, et puis de l'autre côté, pour les plus grands, leur offrir enfin des possibilités de s'engager dans la cité et d'être reconnus, respectés, valorisés pour leurs engagements. Et d'ailleurs, il faut qu'il y ait de la VAE là-dedans, il faut qu'il y ait de la valorisation de l'expérience, notamment avec les universités, comme on le fait au Canada. Un jeune étudiant qui s'est engagé et qui s'est occupé d'une classe d'enfants autistes pendant 6 mois peut très bien valoriser son travail dans un mémoire de maîtrise, par exemple, et être reconnu par son université pour le travail qu'il a fait. Et on peut aussi offrir pour les jeunes qui ne sont pas à l'université un carnet du service civique qu'ils présenteront à un chef d'entreprise quand ils voudront se faire engager. Je vous garantis qu'un chef d'entreprise sera content plutôt d'engager un jeune qui a fait un service civique plutôt qu'à niveau égal un jeune qui ne l'a pas fait. Donc il y a aussi une question de reconnaissance dans la cité. Et donc ces deux projets-là me paraissent des bons projets. Il y en aurait un troisième, et je laisse là, je rassure la présidente, je m'arrête, qui serait quand même de rétablir l'autorité au collège, mais c'est une autre affaire.
Alors, Monsieur le ministre, merci beaucoup. C'est vrai que vous sentiez que j'avais envie de vous couper, mais c'est bien que vous l'ayez senti sans que Parce que ce premier sujet est vraiment le nôtre. Le deuxième, un petit peu moins, puisque nous sommes sur l'école, les valeurs républicaines. Peut-être que celui dont vous n'avez pas parlé sur le collège est en effet aussi le nôtre.